Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette troisième soirée exceptionnelle consacrée aux élections municipales au Pays Basque. Ce soir, nous vous proposons 2 débats de 45 minutes. Le premier consacré à Hendaye, le second consacré en Anglette. Les 7 candidats sont là pour évoquer leur programme et leurs priorités s'ils sont élus. Place d'abord à Anglette avec la présentation des chiffres clés de la commune. Et à Anglette, le maire sortant, Claude Olive, brigue un second mandat. Voici la présentation des candidats présents sur ce plateau et de leur liste. Claude Olive, Les Républicains, liste Anglette avançant avec confiance, divers droite. Maire sortant, président du syndicat des mobilités du Pays Basque, premier vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en charge de l'habitat et du logement. Sandrine Derville, Parti socialiste, liste Vivement Anglette, Union de la gauche. Conseillère municipale d'opposition, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge du tourisme. Sandra Pereira-Ostanel, La France Insoumise, liste Réveillée Anglette, La France Insoumise. Conseillère municipale d'opposition, responsable, La France Insoumise à Anglette. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'aborder les principaux thèmes de campagne, le logement, l'urbanisme, l'écologie, les transports, une question d'ordre plus politique. On se rend compte que ce scrutin est marqué par l'émergence de nombreuses listes sans étiquette ou d'union, comme si l'affichage d'un parti politique était mal vu. Est-ce que c'est le cas, Claude Olive, vous qui déclarez le seul parti, cette Anglette ? Mais, écoutez, moi je pense que quand on est maire d'une commune et qu'on brigue un mandat municipal, on ne le gère pas avec une carte politique ou une famille politique. On est là pour rassembler le plus grand nombre de personnes qui s'intéressent à la vie de la ville. Et de cela, bien sûr, alors tout le monde connaît et sait qui je suis, puisque voilà, c'est pas nouveau. Je milite comme gaulliste au RPR et puis après à l'UMP et puis tout ce qui est devenu, où j'ai toujours ce courant gaulliste qui me porte. Bon, c'est pas une découverte. Et autour de moi, j'ai une liste à 50% avec des personnalités de la droite et du centre et 50% qui ne font partie d'aucun parti politique. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de travailler pour la ville dans laquelle on est élu. Et puis moi, je dis toujours à mes colistiers, quand j'étais élu en 2014, que si tant est il y en a un qui a une carte politique, quand on passe la porte de la mairie, on laisse sa carte politique au vestiaire. Est-ce que c'est votre avis, Sandra Pereira-Ostanel, vous qui êtes à la tête de la seule liste du Pays Basque, étiquetée par la France Insoumise ? Non, moi je crois que dans cette élection, justement, on a vu fleurir nombre de listes citoyennes. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Alors, pour ce qui concerne la liste citoyenne soutenue par la France Insoumise, il était hors de question de mettre une étiquette dans sa poche, ne serait-ce que par respect pour la population. Et j'ai envie de dire que quand on appartient à un parti politique ou à un mouvement, il faut savoir le dire et ne pas mentir à la population. Moi, je constate que les listes actuelles, effectivement, s'appellent toutes citoyennes pour noyer justement les citoyens qui s'interrogent. Et ils nous ont interrogés sur les marchés, dans le porte-à-porte, quand ils ne voyaient pas d'étiquette claire. Tout le monde s'appelle liste citoyenne. Ou sans étiquette. Ou sans étiquette. Moi, je crois qu'il faut assumer, et plus particulièrement dans la période, parce que La République En Marche avance masquée dans les listes dans le pays. Et
moi, je souhaiterais que le maire, oui, actuel et candidat maire, annonce qu'il a dans sa liste des candidats La République En Marche. La première est en 4e position, c'est notre députée Florence Lasserre. Je souhaiterais que le maire assume qu'il a dans sa liste des candidats La République En Marche, parce que je n'ai eu de cesse de lui réclamer cette demande dans les conseils municipaux pour savoir si oui ou non il soutenait la politique nationale de M. Macron. Alors, il se trouve qu'elle parle de Florence Lasserre qui m'accompagne depuis 2001 dans cette maison. Donc, c'est pas nouveau, c'est nouveau pour personne. Moi, j'entends ce discours venir m'écouter dans ma liste qui est sortante. Je suis dans la même composition que la liste que je présente. Il y a tout le panel, y compris des gens qui ont basculé En Marche. Il y en a un ou deux qui ont basculé En Marche en 2017. Voilà, mais écoutez, moi, quand j'entends ce discours un peu réactionnaire de dire attention, il faut les démasquer. Madame Ostanel, si vous êtes élue demain en maire d'Anglet, ça veut dire que vous allez parler qu'aux gens qui pensent France Insoumise? C'est ça que vous êtes en train de dire? Monsieur le maire, absolument bien, pas. Mais moi, je ne me cacherai pas derrière une étiquette. Je ne me cacherai pas en disant que quand je passe la porte de la mairie, vous défendez les politiques de droite, assumez-les toutes et entières. Vous avez la même équipe que précédemment, assumez-le. J'assume tout et je parle, contrairement à vous, je parle à tous les Anglois. Je parle également à tous les Anglois. J'ai eu le loisir pendant toute cette campagne et je peux vous dire que les Anglois ont su dire justement que sur les listes citoyennes étaient cachés certains élus avec des étiquettes. Alors Sandrine Derville, vous, votre liste au début, elle était estampillée sans étiquette et elle a été requalifiée par la préfecture Union de la gauche. Est-ce que finalement, vous aussi, vous avancez masqué ? Non, absolument pas. Effectivement, il était compliqué de mettre une seule étiquette à ma liste puisque nous avons plusieurs étiquettes que nous n'avons d'ailleurs jamais cachées. L'ensemble de nos documents affichent nos différents soutiens. Et effectivement, dans notre liste qui est composée à peu près à parts égales pour moitié de personnes qui ont une étiquette politique, mais c'est qui la revendiquent. De se dire absolument Parti socialiste pas. Ou autre. Absolument pas. Moi, je suis membre du Parti socialiste et j'ai une petite dizaine de colistiers qui sont membres du Parti socialiste et qui le revendiquent également. J'ai également un bon nombre de mes colistiers qui sont membres du Parti communiste français qui le revendiquent également et on travaille très bien ensemble. Comment vous expliquez cette tendance effectivement générale, pas forcément sur la commune d'Anglet, où ce sont des listes principalement sans étiquette qui se présentent, où on ne veut pas dire vraiment de quel parti on est issu? Mais parce que je pense que c'est des listes, et la nôtre en est une illustration, c'est des listes qui représentent plusieurs partis et également une bonne moitié de candidats qui ne sont pas encartés dans aucun de ces partis, en revanche qui se retrouvent autour de valeurs de gauche, donc écologistes. Vous confirmez que ce sont des valeurs de gauche que vous défendez? Absolument, c'est une liste et qui a toujours été affichée en tant que telle, une liste de gauche, citoyenne parce qu'on est tous des citoyens et plus de la moitié d'entre nous ne sont pas encartés dans des partis politiques et écologistes, mais il y a effectivement plusieurs soutiens de partis politiques que je n'ai jamais cachés. Alors, je tiens à préciser que c'est pas quelque chose de nouveau. Dans toutes les élections, les listes étaient composées de personnes qui appartenaient à des partis et des personnes qu'on disait à l'époque société civile. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je crois et je persiste à dire que oui, on a voulu tromper l'électeur en se masquant derrière la sémantique liste citoyenne. Je tiens à le dire. Je crois que c'est important que les électeurs le sachent. Alors, on va parler d'urbanisme à présent. Anglet s'est profondément transformé ces dernières années. Plusieurs quartiers sont en pleine mutation. Alors justement, Sandra Pereira Ostanel, il manque des logements à Anglet, notamment des logements sociaux. Il y a à peu près 13% au lieu des 25% requis. Partout, on construit pour faire face à la demande. Et pourtant, vous dénoncez une ville en travaux et bétonnée. Mais il faut bien passer par là, non, pour construire ces logements? Oui, bien sûr qu'il faut passer par là. La question du logement, du mal logement est terrible dans le pays et particulièrement en Anglet. Moi, j'ai participé à la municipalité précédente, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la liste Espilando, qui a vu le nombre des logements sociaux passer de 8 à 13%. C'est dire si nous avions du retard. Vous expliquerez tout à l'heure. Vous allez nous expliquer. Nous sommes passés de 8 à 13%. Nous avons construit plus de 1200 quasiment logements sociaux. Le maire le candidat Olive n'a eu de cesse de critiquer la précédente municipalité sur la question du logement social, en faisant peur à la population, en indiquant que nous allions construire la ZUP, que nous allions amener de la racaille à Anglet, que nous construisions des cages à poules, c'est dire le respect que l'on a des personnes qui habitent dans du logement locatif. Donc aujourd'hui, c'est le bilan de Monsieur Olive, c'est son bilan. Il n'a cessé de construire. Il avait annoncé qu'il construirait
construirait du logement social. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Il a construit, certes, la moindre parcelle de terrain, la moindre maison était supprimée pour y monter un immeuble de quelques étages. Tout a été bétonné dans la ville, mais ça, c'est les Anglos qui nous l'ont dit. Tout au long de cette campagne, les Anglos, ils nous l'ont dit. Monsieur le maire est passé, le candidat Olive est passé de 13 à 14%. Le compte n'y est pas. 950 à peine logements sociaux et surtout du logement privé. Monsieur Claude Olive, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bétonné Anglette ? Alors, je vais rappeler à Mme Pereira-Ostanel deux éléments essentiels qui ont peut-être dû lui échapper. C'est que le plan local d'urbanisme de 2013 qu'elle a voté et qu'elle a porté avec son ancienne majorité, il est toujours en vigueur. Il est toujours, mais très bien que vous l'assumiez. Il est toujours en vigueur. Il est toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a un deuxième élément qui lui échappe à Mme Pereira-Ostanel. Pourtant, elle était au Parti socialiste à l'époque. C'est le 24 mars 2014, il y a une loi qui s'appelle la loi Allure, qui était portée par Mme Duflot, qui a enlevé notamment ce qu'on appelle les coefficients de surface et qui a enlevé aussi les surfaces minimum pour pouvoir construire. Quand on voit que les Anglos ils constatent comme moi qu'un tout petit terrain on va sortir une maison, c'est la loi Allure, c'est pas le PLU 2013. Par contre, le PLU 2013 a donné des droits à construire phénoménaux. On est ici sur une avenue où il n'y avait pas de limitation d'étage. Qu'est-ce qu'on a fait quand nous sommes arrivés aux affaires ? On a fait ce qu'ont fait tous les maires de France, c'est-à-dire qu'on a fait des modifications simplifiées, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Simplifier. Donc c'est clair, vous ne pouvez pas modifier profondément le règlement. Ça se fait qu'avec une révision. La révision est en cours, elle va être approuvée au début 2021. Donc on est toujours avec les règles que Mme Pereira a votées. Donc il faut qu'elle les assume. Si ça bétonne, si dans les zones pavillonnaires qui sont passées de zone UC à zone UB... Pas trop de technique, monsieur, non, mais si Olive. Dans les zones pavillonnaires, si on peut faire aujourd'hui du collectif, c'est sa responsabilité. Aujourd'hui, tout ça va tomber le jour où l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal va être approuvée en 2021. Et sur le logement social, nous en avons fait 957 et 247 en accession sociale. Je veux juste rappeler à ça. Et Mme Pereira, quand on a pris la ville, elle était à 12,3. On va la laisser à 14,3. Je pense qu'on n'a pas à rougir. 1700 logements privés, monsieur Olive, et vous avez modifié à plusieurs reprises le fameux PLU. On va reparler de la modification du PLU. Donc, assumez-le. C'est vous qui avez signé les permis de construire. Madame Derville, quelque part, vous êtes un peu d'accord avec Mme Pereira, parce que vous dites aussi, vous, qu'il faut construire moins, mais mieux. Qu'est-ce qui a été mal fait ici, à Anglette? Qu'est-ce qui a été mal fait? Déjà, effectivement, on a beaucoup trop bétonné notre ville et tartiné sur la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, on a sur certaines constructions enlevé un étage ou 2 étages, mais c'est pour mieux gagner en surface au sol. Et ça ne dépend pas exclusivement de la loi Allure, comme que vous évoquez, monsieur Olive. Bien sûr, la loi Allure est passée par là en 2014 et a supprimé les coefficients d'occupation des sols, mais vous auriez tout à fait pu, dans les modifications du plan local d'urbanisme que vous avez fait, vous en avez d'ailleurs fait 7 modifications, il fallait effectivement utiliser les outils qui existent, c'est-à-dire la limitation des hauteurs, le fait d'imposer, de limiter l'emprise au sol, d'imposer en parallèle un coefficient de pleine terre, mais vous ne l'avez pas fait suffisamment, monsieur Olive, à tel point que moi je vous pose une question, sur une parcelle de 1000 m² le long de la RD 810 sur laquelle nous sommes, le PLU de 2013 permettez de construire quelle surface de plancher et quelle surface de plancher peut-on construire aujourd'hui avec votre PLU, le PLU de 2013 que vous avez modifié à cette reprise. Voilà donc ce qui a été mal fait. Et autre écueil, selon nous, c'est qu'au-delà du bétonnage intensif, les constructions qui se multiplient n'ont aucune harmonie, aucune cohérence entre elles. Il n'y a plus d'architecte conseil aujourd'hui à la ville d'Anglette. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de construire moins, donc de réduire au global de 25% le volume de logements construits. Et là où nous réduirons, c'est effectivement sur les logements du parc privé. Parce que, bien sûr, et ce sont vos chiffres, monsieur Olive, que vous présentez dans votre bilan, vous avez construit 33% de logements locatifs sociaux 42, et 9,5% d'accession sociale à la propriété. En revanche, vous avez quand même construit plus de 55% de logements dans le marché libre. Et vous avez en cela dépassé, vous les avez même doublés,
le volume autorisé par le plan local de l'habitat. Une réponse courte de M. Olive avant de parler de fiscalité un petit peu. On va avancer dans le débat sur d'autres thèmes. D'abord sur l'architecture, moi j'ai pris conseil maintenant d'un organisme qui s'appelle le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnemental qui est à Pau et qui nous aide à réfléchir sur cela. On l'a voté à l'avant-dernier conseil ou le précédent, je ne me rappelle plus. Moi j'entends, il faut des logements sociaux, il faut construire, etc. Mais d'un côté il faut construire, de l'autre côté il ne faut pas construire. Moi j'ai le souvenir par exemple de Beauvéro, où vous vouliez faire les 3 tours de R+10 que j'ai supprimé quand je suis arrivé aux affaires, et j'ai porté un projet de 70% de logement social et 30% de privé que vous n'avez pas voté ni l'une ni l'autre. Moi je veux bien qu'on crie logement social, mais après il y a les actes dans la vie. Et ça n'est un et ça n'est un beau. Mais pardon, oui, effectivement, si vous me permettez de répondre, je vous remercie. Dans votre bilan global, M. Olive, et c'est vous-même qui le présentez dans votre document de campagne, vous avez réalisé seulement, entre guillemets, 40% de locatif social et 9% d'accession sociale, alors que les objectifs que nous avons tous votés du programme local de l'habitat nous en imposaient 55% de locatif social et 14% d'accession sociale. Donc on n'a pas atteint ces objectifs. Voilà pourquoi nous proposons de réduire au global le nombre de logements construits en réduisant notamment le nombre de logements dans le marché privé, de respecter cette répartition 55% de locatif social et 15% d'accession sociale. Et nous proposons de créer, avec des architectes, des paysagistes et des urbanistes, une charte de l'urbanisme qui viendra encadrer et nous, on fait ça avec le CAUE. Les constructions. Alors, puisque nous parlons d'urbanisme, nous allons aussi parler de fiscalité, notamment sur les résidences secondaires, puisqu'il pourrait vous venir à l'idée d'augmenter cette fiscalité sur les résidences secondaires. Est-ce que c'est votre cas, Claude Olive? Est-ce que vous souhaitez dissuader un petit peu les velléités d'achat de résidences secondaires à Anglette? Oui, en tout cas, c'est ce que nous avons déjà fait, ce que j'ai proposé à mon conseil municipal par 2 fois, puisqu'on a mis une surtaxe une première fois de 20%, puis une deuxième surtaxe, on est monté à 40%, on peut aller jusqu'à 60%. Aujourd'hui, ça va me permettre de rétablir une contre-vérité qui a été dite dans une antenne autre que la vôtre, où on annonçait 50% de résidences secondaires à Anglette. C'est faux, on est en dessous de 17%. Aujourd'hui, c'est quelque chose pour une ville de 40 000 habitants, balnéaire comme on est, je pense que c'est suffisant, acceptable. En tout cas, si on peut le diminuer, on verra. Mais je sens que si on dépasse ce seuil-là, eh bien, moi, je suis tout à fait enclin à monter ce que nous permet la loi jusqu'à 60%, mais on est déjà à 40%. Madame Pereira-Ostanel, du coup, vous rejoignez dessus. Oui, du coup, vous rejoignez Monsieur Olive. Je crois qu'on ne sera pas... Bon, sur la question de l'augmentation à 60%, je crois qu'il ne faut pas hésiter. C'est un peu plus de 15% aujourd'hui de résidences secondaires, donc, et peu de logements vacants finalement. Mais je crois qu'il faut des signes importants et forts à l'endroit de la population sur cette question du logement. Et donc là, c'est symbolique aussi, ne rêvons pas, c'est symbolique, mais nous aurions pu parler plus largement de fiscalité, de savoir si nous avons le même avis sur l'impôt. Voilà. Madame Derville. Oui, non, effectivement, sur la surtaxation sur les résidences secondaires, nous, on a été satisfait de voir que le maire Claude Olive a accepté notre demande de l'augmenter à 40%, et nous augmenterons cette surtaxation à 60% parce que on a aujourd'hui presque 17%, 16,7% de résidences secondaires à Anglette. Quelques logements vacants, malgré tout, plus de 6% de logements vacants. Donc c'est malgré tout trop. Donc oui, nous augmenterons cette surtaxation. Ça rapportera en moyenne un peu plus d'1 million d'euros sur une année budgétaire à la ville. Donc ça nous laissera quelques marges de manœuvre et ainsi nous permettra de ne pas toucher aux autres taux de fiscalité. Alors, un mot d'environnement. L'environnement et l'écologie, c'est au cœur de tous les programmes des candidats, à Anglette et partout ailleurs, au Pays Basque d'ailleurs. Alors, c'est un thème important. Sandrine Derville, protéger l'environnement, c'est miser sur des moyens de transport moins agressifs pour la planète ? Oui, c'est en tout cas un des objectifs. Protéger l'environnement, c'est des tas de mesures et nous, l'environnement sera vraiment au cœur de toutes nos décisions. Tous nos projets seront regardés au travers du prisme environnemental et avant de lancer le moindre projet, on se posera la question de quel est l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'on va davantage artificialiser nos sols? Comment est-ce qu'on peut être moins impactant? Mais sur la question des transports, effectivement, il nous faut revenir et obtenir plus de mobilité propre. On a aujourd'hui une ville et une agglomération qui est beaucoup trop dépendante à la voiture individuelle, alors que, paradoxalement, la plupart des déplacements font quand même moins de 4 à 5
5 km et pourrait donc se faire. Il y a le trambus pourtant qui a arrangé les choses. Le trambus qui a un peu moins d'1 an a effectivement arrangé certaines choses, mais pas tout. On a aujourd'hui un réseau de transport en commun qui doit encore être amélioré, notamment sur la connexion avec les points d'intérêt. On a encore des établissements scolaires, le lycée Canto par exemple ici à Anglet, qui n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun. Donc il faut adapter le réseau de transport en commun pour qu'il soit plus adapté notamment au trajet domicile-travail et développer les pistes cyclables sécurisées, les plans piétons également, rendre notre ville plus accessible aux piétons pour que les principaux déplacements, en tout cas quand on peut le faire, on se déplace à pied ou en vélo. Ça n'est aujourd'hui pas le cas à Anglet et on a raté certaines opportunités, notamment avec les aménagements du trambus. On aurait dû, sur ce projet, prévoir, comme la loi l'imposait, des pistes cyclables sécurisées. Ça n'a pas été le cas. Donc nous, on propose de réaliser un maximum de pistes cyclables, notamment sur le BAB, mais aussi de réaliser un réseau de pistes cyclables secondaires qui connectent les points d'intérêt, et d'adapter également les services et la signalétique. Avec une signalétique adaptée, on pourrait savoir, voilà, tel point, la mairie est à 3 minutes en vélo, et une signalétique incitative à utiliser ce mode de transport. Sandra Pereira, vous avez un moyen assez radical. Vous voulez imposer la gratuité totale des transports. Est-ce que c'est réalisable et combien ça coûte? Moi, je crois que là, sur cette question-là, il y a urgence d'abord à répondre au gaz à effet de serre. C'est vraiment, là encore, une urgence. Et d'ailleurs, la population nous le crie régulièrement dans la rue, la question du climat. Là encore, Monsieur Olive a raté un rendez-vous. Il était également président des mobilités. Moi, je suis désolée, il était président des mobilités. Au sein de l'agglomération Pays Basque, on le précise. Voilà, à la communauté d'agglomération Pays Basque. Il avait la responsabilité de la question de la mobilité, qui est un problème majeur sur Anglet, mais sur l'agglo, et j'ai envie de dire dans le pays. Il y avait à mener une politique ambitieuse en la matière. Ça n'a pas été le cas. Ça a été fait dans la précipitation. Le trambus a été fait dans la précipitation, je pense, pour aller chercher. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement si vous êtes élu, vous ? Clairement, d'abord dire que la politique menée a été désastreuse, avec des rendez-vous ratés. Ça, c'est le constat, mais les mesures. Nous proposons, effectivement, d'abord un état des lieux sur la question écologique sur Anglet, pour que chaque pan de la ville soit traité avec la question de l'urgence écologique en ligne de mire. Et sur la question des mobilités, nous proposons effectivement la gratuité. Ça coûte 7 millions d'euros. Oui, mais aujourd'hui, le reste à charge, c'est 10% en réalité. La grosse machine du trambus, de la question des bus, etc., a un coût pour le citoyen, pour la fiscalité, a un coût. Donc, en réalité, ça ne coûterait pas si cher que ça. Donc, dans les villes où ça s'est produit, dans les métropoles, les agglos, etc., ça rencontre un franc succès. Et il y a des endroits où, tout simplement, on est passé on a multiplié par 7, voire 10, l'utilisation des transports en commun. Donc, je crois que là, il faut y aller. On va laisser répondre Monsieur Olive concernant ce manque d'ambition en matière de transport, puisque c'est un peu ce qu'on vous reproche. Et est-ce que cette gratuité, 7 millions d'euros, pour vous, c'est absorbable? D'abord, je vais essayer de répondre parce que, comme j'ai encore manqué un rendez-vous, je vais juste rappeler à Mme Pereira et de ce fait aussi à Mme Derville qu'elles n'ont pas manqué le rendez-vous. On se drape tous dans une cape verte en disant il faut planter des arbres, il faut faire des pistes cyclables, il faut faire attention à la planète. Et on vote allègrement, vous à la région et vous au conseil municipal, l'installation de 2 laminoirs à chaud sur le port de Bayonne qui rejette 30 000 tonnes de CO2 chacun. Là, on ne fait pas attention à la planète. Donc, il y a le discours, il y a ce qu'on écrit dans les beaux programmes et puis il y a les faits. Donc ça, c'est... Vous êtes représenté au port de Bayonne, monsieur Olive, et vos représentants vont aussi absolument valider ce projet. Non, mais moi, n'ayez pas un double discours, s'il vous plaît. Non, j'ai pas de double discours. Moi, au conseil municipal, on a voté contre l'enquête publique, vous avez été pour. Et vous avez, vous, à la région, et vous, Madame Pereira, au conseil municipal, votez pour. Mais là, on parle de votre bilan sur les mobilités, monsieur le maire. Vous êtes président des mobilités actuellement. Non, mais Madame Pereira, d'abord, c'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Ah non, c'est ma voix, monsieur Olive. Je vais vous dire, tranquillement, voilà les faits, ils sont là. Alors, sur le trambus, effectivement, on a mis en place cette première ligne T1 que quand j'ai ouvert les cartons en tant que président du syndicat des mobilités, le projet était là depuis 10 ans. Donc la faute des autres, encore une fois. Non, j'assume. On l'a mis en place,
on a monté l'enveloppe financière pour pouvoir répondre notamment à la problématique du vélo. Aujourd'hui, le Trambus, tel que vous le voyez là, c'est 400 000 voyageurs supplémentaires. En 6 mois, non pas un an, Madame Derville, on est à plus de 1 million de passagers. Ça, ce sont vos chiffres, parce qu'on n'a jamais pu les avoir et les bus sont vides. Vous pouvez, Madame Pereira, pardon, ne parlez pas fort, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le réseau a été modifié et il est encore à être adapté par rapport à l'ensemble du réseau de Chronoplus. On a récupéré le scolaire, on a récupéré de la région l'interurbain. Tout ça est en train de se mettre en place. Pour la ville d'Anglet, concrètement. Pour la ville d'Anglet, aujourd'hui, nous, on a mis du transport à la main, du TAD pour les zones blanches que nous avons dans le secteur d'Anglet, puisque mettre des navettes gratuites, on n'a pas de centre-ville, ça coûte extrêmement cher. Donc, on est parti sur ce projet-là. Et les pistes cyclables, nous, ce qu'on porte dans notre projet, c'est bien de faire l'interconnexion de ce qui existe. Sur le mandat que nous avons passé, on a fait 22 km de sécurisation de voies et 9 km de pistes cyclables. Voilà, aujourd'hui, alors, faire croire à tout le monde qu'on va faire des pistes cyclables sécurisées partout, c'est justement impossible. Chaque fois qu'on aura un projet, chaque fois qu'on portera un projet d'aménagement, si on peut passer une piste cyclable, on la passera. Mais venir... Madame Derville. Juste, Monsieur le maire, Monsieur Olive, permettez-nous de douter de la réalité et de ce qui sera au final réellement réalisé dans votre projet, puisque vous dites avoir augmenté la voilure sur le projet de Trambus pour y mettre justement plus de cyclables. Vous l'avez dit vous-même. Quand on voit le résultat, on se dit... L'avenue de Biarritz, il n'y avait pas de piste cyclable prévue. Vous auriez pu, très simplement, Monsieur Olive, quand on arrive au pouvoir, on modifie les projets. C'est le principe de notre République et de la continuité républicaine et du changement des projets. Vous ne l'avez pas fait. Arrêtez de vous cacher derrière vos prédécesseurs, mais vous ne l'avez pas modifié suffisamment. Aujourd'hui, il n'y a pas moi je l'ai fait dans la mesure de mes moyens, de ce qu'on a pu. L'avenue de Biarritz, il n'y avait pas de piste cyclable, aujourd'hui il y en a 2. Les grands axes ont été privilégiés et certains secteurs... C'est-à-dire qu'il y a des quartiers oubliés et des secteurs d'Anglet qui ont été oubliés. Je rappelle que M. Olive avait également, dans son précédent programme, promis aux Anglois d'avoir des bus qui viendraient les chercher dans tous les quartiers d'Anglet et les ramener dans l'endroit où ils voudraient se rendre. Donc là encore, finalement, vous n'avez pas appliqué vos promesses précédentes, mais là encore, c'est un rendez-vous manqué, puisque des lignes qui fonctionnaient ne fonctionnent plus et des quartiers d'Anglet sont abandonnés totalement du transport en commun. Madame Derville, la gratuité que prône Madame Pereira-Ostanel, vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, je pense que c'est une bonne idée à terme, et dès que le réseau sera plus performant, dès qu'on aura réussi à connecter les points d'intérêt qui aujourd'hui sont oubliés, je le redis, des établissements scolaires entiers et le lycée de la ville, par exemple, qui n'est pas suffisamment desservi, dès qu'on aura un réseau de transport en commun efficace, oui, cette gratuité totale doit être envisagée. Et en attendant, on doit arriver à la gratuité, au moins pour les publics les plus fragiles, et donc généraliser cette gratuité aux seniors, aux lycéens, aux étudiants, aux personnes en recherche d'emploi, aux personnes en situation de handicap. Alors justement, moi c'est la gratuité pour tout le monde, que les choses soient très claires. Je peux pas projet ambitieux, mais... Parce que ce que vient de dire Madame Derville, ça existe déjà. Ça existe déjà. Pas pour toutes les catégories que j'ai citées, ça existe pour les handicapés, pour les jeunes travailleurs, pour les gens du RSA. Ça n'est pas de la gratuité totale. Ils ont un certain nombre de trajets payés par mois. Vous ne faites pas attention à ce que vous votez. C'est la gratuité totale. Ça existe déjà. Et la pas pour les étudiants, pas pour les lycéens. Non, ça n'existe pas. Il y a des tarifs réduits, ça n'est pas la gratuité. Oui, la gratuité pour les RSA, les handicapés, les seniors en difficulté, ça existe déjà. Alors, ayant plus d'ambition, justement, alors on parle des personnes. La gratuité, il y a toujours quelqu'un qui On va avancer un peu dans le débat. On parle justement des personnes fragiles. C'est le moment d'évoquer un petit peu le volet social de vos programmes respectifs. Sandra Pereira, c'est une de vos priorités. C'est un peu la réponse du mouvement des Gilets jaunes. Et vous voulez notamment rendre l'accès aux services publics plus juste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais je crois qu'aujourd'hui, la question, effectivement, vous évoquez la question des Gilets jaunes, ce mouvement inédit et qui n'est pas terminé, même malgré la violence inouïe de ce gouvernement envers ce mouvement. Ce mouvement nous dit énormément de choses. D'abord, qu'il se sent exclu de la cité. Ça me fait penser justement à la question du logement. Quand on exclut les personnes qui ne peuvent pas vivre dans l'agglo, alors même qu'ils auraient un emploi, qu'ils auraient un transport, qu'ils auraient des services publics.
Pour parler de la question sociale, en réalité, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Claude Olive a déjà à son actif, dans ce mandat, la suppression d'une école, un maire qui supprime une école, la suppression de la Poste, qu'il a transformée en agence postale, et ne pas s'être battu pour conserver la trésorerie des impôts. Les personnes aujourd'hui réclament plus et mieux de services publics. Ils en ont besoin. Donc il s'agit, de répondre à toutes les attentes de la population dans tous les champs du social. Monsieur Olive est également vice-président en charge des solidarités et de l'insertion au conseil départemental. Il y a des mouvements sociaux constamment dans ce département. Ça, c'est Madame Pereira, ça c'est le constat, mais oui. Quelles sont les mesures que vous proposez pour modifier et améliorer tout ça? Par exemple, sur la question du CCAS, voilà, les personnes qui sont en charge des personnes âgées, des agents municipaux qui sont en charge des personnes âgées, on prévoit d'être attentifs à leur situation et de faire en sorte qu'elles puissent exercer leur mission dans de bonnes conditions. Vous voulez améliorer les conditions. La fracture numérique également, parce que le président nous promet du 100% numérique d'ici 2022. Nous, on veut répondre à la lutte concernant la fracture numérique en mettant à disposition un service pour les personnes. Alors, on va laisser répondre Monsieur Olive. Est-ce que vous êtes responsable de la fermeture des services publics en Anglet? Bon, quand j'entends ça, ça me fait frémir parce que d'abord, je vais essayer de répondre calmement à Madame Pereira. D'abord, on n'a pas fermé la Poste de Plampillon, on l'a sauvée. On l'a sauvé. On a fait une agence commissionnelle. Aujourd'hui, il coûte 2 fois plus cher aux citoyens anglois. Madame Pereira, il faut dire la vérité. Madame Pereira, dire la vérité. Vous n'avez pas sauvé la Poste. Précédemment, nous l'avions sauvée. Madame Pereira, voilà, je vous coupe pas. Essayez de respecter le temps de parole des gens qui sont autour de vous tranquillement. On a sauvé la Poste de Blampignon. On y a mis du service décentralisé de la mairie. Donc, on a sauvé un service public. La Poste de Blampignon, il y avait 70 personnes qui passaient dans la semaine. Quand elle était ouverte, aujourd'hui, c'est 70 à 90 personnes par jour. Donc, on a sauvé. L'école, on n'a pas fermé une école. Si, vous avez fermé une école, Monsieur Olive. Madame Pereira, laissez-moi parler. Madame Pereira, laissez-moi parler. On a ouvert un centre culturel à la place d'une école où il y avait 270 mètres carrés de locaux qui étaient tenus avec une institutrice, une ATSEM et 17 élèves avec 3 niveaux de classe. De fait, l'éducation nationale allait supprimer le poste. Donc, on a récupéré les locaux et on n'a pas fermé une école. On a simplement déplacé une classe et on a fait un centre culturel. Ça, c'était pour la réponse, Madame Pereira. Voilà. Maintenant, sur les mesures sociales que vous envisagez pour votre éventuel prochain mandat. Écoutez, nous, on va essayer de faire ce qu'on a continué. On est passé de 700 000 euros de subvention au CCAS, on est passé à 1,2 million. On a regardé les carrières des agents qui travaillent. La fracture numérique, avec les jeunes en service civique, on va chez les personnes âgées, et on s'occupe de la fracture numérique. On a mis un premier transport à la demande. Ça aussi, Madame Pereira, Madame Derville, gratuit. On va chercher les personnes âgées pour les amener chez le médecin, tout ça, avec le CCAS. On va mettre un deuxième véhicule à disposition avec une aide à domicile de manière à pouvoir amplifier encore la rotation. Voilà. Donc ce volet social est important dans votre programme aussi. Écoutez, je pense non, ça ne concerne pas tous les on Anglois. On va laisser parler Madame Derville, évoquer un petit peu son programme. Est-ce que Mme Pereira peut arrêter de couper la parole aux intervenants? C'est le jeu du débat, Monsieur Olive. Madame Derville, est-ce que vous avez des priorités en matière sociale? Vous voulez effectivement une nouvelle maison de retraite, un habitat plus adapté pour les seniors. Est-ce qu'il y a d'autres mesures aussi d'urgence, selon vous, en matière sociale? Effectivement, alors la première urgence, c'est de valoriser et de mieux faire connaître les missions du Centre communal d'action sociale et le travail que font ces agents qui est de grande qualité. Je pense qu'il y a un certain nombre d'Anglois qui pourraient en bénéficier et qui ne connaissent pas ces dispositifs. Donc, il faut les faire connaître. Il faut faire aller ce centre communal d'action sociale dans les quartiers. Donc, externaliser les services par un bus du service public, par exemple, qui pourrait aller dans les quartiers. Et effectivement, il y a une priorité pour nous, c'est le logement des seniors. Donc, multiplier autant que faire se peut les résidences pour seniors. Je ne parle pas là des résidences avec service 100% privé et dont les loyers sont hors de prix, mais vraiment des résidences pour seniors type la résidence du Petit Désir, qui est une belle réalisation. Je l'ai reconnue. Merci, Madame Derville. Mais je l'ai toujours reconnue, Monsieur Olive. Et dans mon programme, il y en a une seconde qui est prévue. Eh bien, absolument, mais je partage complètement cet objectif qui a été rendu possible, je le rappelle, grâce à l'acquisition de foncier
par vos prédécesseurs, Tout à comme fait. quoi des fois. Et que la j'ai donné pour l'euro continuité symbolique, à l'Office 64. Finalement, sinon, ça tombe bien Mais de tomber on d'accord est par d'accord, moment. on est Et d'accord. C'est très bien. accompagner, mais heureusement, On est et d'accord. accompagner d'autres types de solutions, comme par exemple multiplier les solutions d'habitat inclusif qui permettent de loger à la fois des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, On le fait aussi, des jeunes. Madame Donc Derville. multiplier le lien intergénérationnel, donc continuer à soutenir ce D'accord. type de Par contre, logement. là où il faut faire attention, quand on promet une maison de retraite, un EHPAD, c'est l'ARS qui donne les Évidemment, lits. mais travailler avec l'ARS. Et En l'ARS tout cas, y travailler. l'ARS n'a pas un centime pour mettre dans une maison de retraite. Travailler avec Et l'ARS. toutes les Monsieur Olive, ouvertures s'il de vous lits. plaît, je vous ai Non, pas et le coupé. département, Et toutes monsieur mais Olive. c'est pour ça que j'en parle. Oui, Et oui, toutes oui, les avec le ouver- département, et pas des toutes- petits robots et pour toutes- s'occuper de l'animation des personnes âgées, et toutes les- mais bien du personnel. Et hein. toutes les ouvertures de lits sont verrouillées, il n'y en a pas. Alors, Mais on va effectivement, peut parler. travailler. Monsieur Olive, vous Oui, on peut travailler. voilà, vous pouvez au Ah oui, moins oui. me laisser Mais terminer. je serai de ce combat. Voilà, donc travailler à l'ouverture d'une nouvelle maison de retraite publique et également travailler, par exemple, avec les entreprises pour multiplier les modes de garde pour la petite enfance. En revanche, multiplier les modes de garde adaptés aux horaires décalés, aux horaires de nuit. Un certain nombre d'entreprises sont en demande. On peut travailler avec eux pour créer ce type de dispositif. Nous, on a Très bien. Alors, deux micro-crèches qui sont prévues dans notre programme aussi. Ce qui est au cœur aussi de beaucoup de programmes des candidats, c'est le rôle des citoyens dans la vie de la commune. Beaucoup de candidats promettent plus de transparence et presque un pouvoir partagé avec les citoyens. Alors, Sandra Pereira-Ostanel, vous voulez rendre le pouvoir aux citoyens, concrètement. L'autogestion, est-ce que vous pensez que cela fonctionne ? Alors, moi, c'est le cœur de notre programme, hein, le fait de remettre le citoyen au cœur de la cité, hein, pour que cette cité retrouve de la démocratie. Aujourd'hui, le pouvoir est volé et confisqué aux citoyens, et je crois qu'il faut le lui rendre. C'est d'ailleurs ce que nous dit Ça fait la sourire Claude population. Olive, hein. Oui, ça le fait sourire, mais bon, c'est quand on cumule des mandats comme il le fait, je crois que et de ne pas partager justement le pouvoir, ne serait-ce que même avec certains conseillers municipaux ou certains adjoints, ça en dit long. Donc nous, on veut mettre le citoyen au cœur du dispositif. C'est-à-dire quoi ? De l'autogestion, concrètement ? Bon, d'abord, c'est effectivement fédérer la population. Hein, c'est bien le citoyen qui exerce le pouvoir et non qu'il le délègue. C'est parce qu'on a été habitué à ça pendant des années et des années et des années qu'on en est à cette situation-là. Donc c'est créer, pour ce qui nous concerne, un observatoire du citoyen où il y aurait 70 citoyens tirés au sort, tout simplement 10 par quartier, hein, c'est pas beaucoup, hein, 10 par quartier. Ça ne sera pas du tout les conseils de quartier que l'on connaît aujourd'hui, où il y a quelques tirages au sort, quelques personnalités, et surtout la présidence de ces conseils de quartier par des élus politiques. Donc on voit bien comment tout est contrôlé. Donc nous, on veut plus de tout ça. On veut redonner la place aux citoyens qui vérifiera, contrôlera l'exercice des élus, hein, du conseil municipal, fera des propositions, des analyses. Je crois qu'on a à gagner Claude à Olive, faire ça. Je Claude voudrais Olive, juste finir sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Il ne s'agit pas de faire des référendums tous les 4 matins. Il s'agit de C'en est demander important. à la population un référendum d'initiative citoyenne dès lors qu'il y aura un gros projet. D'accord. C'est pour ça que vous n'en avez pas vu dans notre programme. Nous, on pense qu'il s'agit de demander à la population si oui ou non il faut un camping municipal ici, si oui ou non il faut une piscine Très bien, olympique madame. là. On a compris. Demandez aux citoyens. Claude Olive, est-ce que vous y croyez, vous, à cette démocratie participative ? Écoutez, moi, je crois à ce que nous avons mis en place depuis 2014. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en Est-ce que place... vous manquez de transparence ? Laissez-moi finir, puis vous allez voir si je manque de transparence. On a mis en place des conseils de quartier où 105 Angloïs ont travaillé avec les adjoints en charge des quartiers, où ils ont porté plus de 160 projets, 250 projets, pardon, pour un coût de 750 000 euros sur le mandat, où ils ont pu venir porter des projets de quartier. Ils ont été associés à tous les grands chantiers qu'on a fait. On avait monté sur la place de la mairie pendant plusieurs mois, quand on a montré le projet de La Rochefoucauld, de Sutard et du Trambus. Là, pendant 4 mois, les Anglois sont venus à la maison des projets regarder, amender, discuter. Je pense que ça, c'est de la vraie démocratie participative. Est-ce que ça suffit ? Alors attendez, moi aujourd'hui, sur quoi je veux aller plus loin. Je veux qu'on ait une maison dédiée pour la démocratie, où on met en place à longueur d'année tous nos projets et qu'on ait là un lien avec les Anglois. Écoutez, on a essayé, nous, de faire, et on va aussi mettre à disposition de citoyens avec un certain nombre de choses, de mettre en place qui peuvent porter des projets participatifs eux-mêmes
dans les quartiers avec une enveloppe de 5 000 euros par an. Et donc, ça aussi, sur chaque projet, on va pouvoir les aider. Je crois que la démocratie, ça ne se décrète pas. Je veux dire, voilà, nous, on l'a porté, on l'a démontré. Je dois être le maire qui va devant les Anglois le plus souvent possible. Je fais 6 à 7 grandes réunions dans le quartier. On va laisser répondre Sandrine Derville. Je ne me rappelle pas avoir connu ça de notre temps. Est-ce que M. Olive manque de transparence ? En tout cas, je suis d'accord avec vous sur votre dernière remarque, Monsieur le maire. Vous êtes le maire qui va le plus devant ses concitoyens, mais effectivement, nous, c'est en ça qu'on veut faire évoluer les conseils de quartier, parce que ça ne doit pas être une simple estrade pour le maire. Et malheureusement, vous les utilisez... J'y vais qu'une fois par an. Oui, mais vous les utilisez beaucoup comme cela. Donc nous, les conseils de quartier seront plus indépendants, ils seront présidés par des citoyens. Ils seront suivis par un élu référent qui aura pour rôle d'assurer le lien et la transmission avec ces conseils de quartier, mais ils seront indépendants, présidés par des citoyens. Je me rappelle de l'indépendance des conseils seniors que vous aviez mis en place avec quelqu'un qui est encore dans votre liste. Oui, et donc est-ce que ça fait de lui vous accusez quelqu'un d'être de manquer de transparence? Est-ce que c'était indépendant par rapport à la municipalité qui était en place? Je ne pense pas. Votre remarque est totalement hors de propos et limite diffamatoire vis-à-vis de la personne que vous évoquez. Donc, pour revenir au conseil citoyen ou au conseil de quartier, ils seront présidés par des citoyens et nous leur ajouterons également un conseil économique, social et environnemental qui, lui, aura un rôle sur l'ensemble de la ville. Il réunira des représentants des différents conseils de quartier, mais également la société civile, le milieu associatif, des professionnels, des experts, pour suivre les décisions municipales. C'est des choses qui se font à l'échelle de l'agglomération Pays Basque avec le Conseil de développement et qui pourrait se faire à l'échelle de la commune. Alors, on est bientôt au terme de ce débat. On a parlé tout à l'heure, Sandrine Derville, si vous êtes élue, est-ce que vous resterez vice-présidente du Conseil régional? On parle du fameux cumul des mandats. Non, si je suis élue, je démissionnerai de ma vice-présidence du Conseil régional. Il restera 1 an de mandat au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, donc je n'y serai plus vice-présidente. J'irai au bout de ce mandat par respect pour les électeurs qui ont voté pour la liste dans laquelle je figurais. Mais à l'issue de ce mandat, je ne me représenterai pas à un mandat au Conseil régional ni à quelque autre mandat. Je me consacrerai pleinement au mandat de maire d'Anglet et je ne serai pas non plus vice-présidente de l'agglomération Pays Basque. Ce sera un de mes adjoints ou une de mes adjointes qui sera vice-président. Je siégerai à l'agglomération, mais je n'y serai pas évidemment, Claude Olive, c'est une question qu'on vous pose aussi. Alors, je vais essayer Est-ce que ce cumul des mandats, vous êtes favorable au cumul des mandats? Je vais essayer d'y répondre. Moi, en tout cas, pour ce qui concerne l'agglo, quand on voit toutes les compétences qui ont été transférées à l'agglo, je pense que si le maire de la commune n'est pas dans l'exécutif, ça va être très compliqué. C'est un peu comme quand vous jouez au rugby. Si vous n'êtes pas sur le terrain et que vous êtes sur le banc des remplaçants, vos petits copains, les 157 autres maires, eux, ils ne vont pas oublier d'y aller. Il n'y a pas une métropole. Pas très respectueux pour les remplaçants. Non, mais attendez. Il n'y a pas une métropole. Il n'y a pas une agglomération où les maires désertent l'agglomération et les postes de responsabilité. Tout simplement parce que toutes les compétences ont été transférées et que là, si on n'y est pas, on joue pas. Donc oui, vous voulez être à la fois à l'agglo et à la fois maire. Moi, j'entends parler le cumul des mandats, Madame Derville, Madame Pereira, mais je constate qu'elles sont candidates à toutes les élections. Elles ont été candidates à l'agglomération l'une contre l'autre. D'ailleurs, elles se sont... Mais nous ne cumulons les mandats ni l'une ni l'autre. Non, mais si vous ne voulez pas cumuler, ne soyez pas candidates. Elles ont été candidates l'une et l'autre au conseil départemental. Quand on est contre le cumul des mandats, on n'est pas candidat. Madame Pereira, vous répondez à ça? Alors moi, je vais être très très clair. Il faut qu'il assume, là encore une fois. C'est tout simplement que vous assumiez tous vos mandats. Maire d'une ville de 40 000 habitants, vice-président d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, vice-président du département. Excusez-moi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de surhomme. C'est faire fi et de la confiance que vous pouvez porter à d'autres élus dans votre équipe. Et ce n'est pas possible. Une journée à 24 heures. Comment pouvez-vous étudier l'ensemble des dossiers complexes et en termes de solidarité, moi j'avais cru comprendre que la question de la CAPB, c'était être solidaire à 258 communes. Donc quand vous êtes à la CAPB, vous n'êtes là que pour Anglet ou vous êtes là pour les 158 communes? Madame Derville aussi a été attaquée sur le fait que... Madame Derville a été attaquée aussi, on va lui laisser un temps de parole, en tout cas... Titiller, un temps de parole avant la conclusion. Madame Derville, est-ce que vous êtes présentée à plusieurs élections? Monsieur Claude Olive a raison. Est-ce que c'était pour cumuler les mandats? Mais non, puisque à chaque fois que je me présentais à une élection, je n'avais pas de mandat d'exécutif en même temps. Donc mais c'est encore une fois la méthode habituelle de Monsieur Olive de se défausser sur c'est de la faute des autres. C'est toujours on regarde les autres. Assumez-vous votre cumul des mandats. Et effectivement, moi je pense que cette vision qui consisterait à dire que
pour pouvoir défendre sa ville et les intérêts de sa ville, il faut être On va vice-président d'une collectivité. C'est totalement derrière-garde. Alors, nous arrivons au il n'y a terme que de ça cette qui émission. m'anime, On va défendre les intérêts essayer de d'Anglet. terminer sur une note un peu positive. Donc, nous arrivons au terme de ce débat. Je vais vous laisser la parole pour une conclusion d'une trentaine de secondes chacun. Quel est votre état d'esprit à 4 jours du premier tour? Claude Olive. À 4 jours, mon état d'esprit, écoutez, à part là où on a eu un débat, moi je préfère plutôt le mot échange que débat. En tout cas, j'ai passé une campagne électorale proche des Anglois, où je porte un projet, un bilan, parce que c'est ça aussi, et un projet pour l'avenir. On a, durant le dernier mandat, les 6 dernières années qu'on a passées, on a plutôt, me semble-t-il, apaisé cette ville et recréé la confiance avec les Anglois qui avaient été complètement perdus sur le mandat précédent. Je crois que c'est une chance pour Anglet. Et donc, ce que je veux, c'est conforter cette confiance et garder les Anglois avec moi en confiance sur le projet que je porte. Sandrine Derville. Effectivement, donc cette campagne électorale qui a été riche en rencontres, en échanges avec les Anglois, évidemment, a été passionnante. Nous, ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est un nouveau souffle pour Anglet. Donc une ville plus participative, une ville également plus visionnaire et plus respectueuse de son environnement, qui prend soin notamment de son littoral et de ses espaces naturels, qui sanctuarise vraiment ces espaces qui sont fortement soumis à la pression touristique, à la pression démographique, et une ville plus agréable à vivre, une ville plus solidaire, une ville plus verte. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Derville. Madame Pereira-Ostanel, le mot de la fin. Simplement, moi je crois qu'avec mon équipe, nous avions des choses à dire. Et donc, nous avons monté cette liste pour les dire et pour remettre le citoyen, les laisser pour compte. Je ne vais pas énumérer un certain nombre de propos qui avaient pu être tenus par le président, les sans-dents, les invisibles, tous ces gens qui finalement n'ont jamais voix au chapitre. On avait plein de choses à dire de cette nature-là. Ça a été une sacrée belle aventure de 30 citoyens. Moi, je ne suis pas opportuniste, je ne suis pas carriériste, j'avais même envie de me reposer. J'ai 53 ans, j'ai 2 enfants, je les ai mis beaucoup entre parenthèses. Même mes amis, je les mets entre parenthèses et j'aspirais à faire la pause. Et on m'a motivée à y aller. En tout cas, vous serez là dimanche au premier tour. Je serai là et je suis sereine. Merci beaucoup. Merci à Claude Olive, Sandrine Derville et Sandra Pereira-Ostanel.